comme ça, non? Ouais, super, bonjour à tous. Merci d'être venus à cette première conférence de l'après-midi. Est-ce que vous allez bien? Vous n'avez pas trop chaud? J'ai la chance d'introduire Catherine qui va venir vous présenter cette conférence. Vous savez, le thème du Murex cette année, c'est l'exploration. Et dans l'exploration, il y avait beaucoup d'univers qui nous intéressaient. L'univers de la conquête aussi, c'est un vaste univers à questionner. On a fait appel à Catherine qui est historienne, qui est spécialiste de l'Égypte ancienne et qui va aujourd'hui évoquer avec vous la campagne d'Égypte de Napoléon, qui se déroule donc pendant la Révolution, juste après la Révolution française, dans un contexte très particulier. C'est un moyen de nourrir notre univers justement mental de ces espaces que l'on conquiert, de l'exploration. Je vous laisse la parole, Catherine, pour cette conférence. Je vous rappelle qu'il y aura une séance de signature ensuite avec l'auteur. Vous pourrez découvrir son travail, sa bibliographie. Je vous indiquerai où est-ce que ça se passe à la sortie de la conférence. Et il y aura aussi des questions-réponses, donc n'hésitez pas à les garder en tête. Je suis à votre disposition pour ce moment-là. Donc bonne conférence à tous et bonne conférence à vous. Je vous garde celui-ci. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'avoir cette occasion magnifique de revenir à Toulon, rêver auprès de la RAD par rapport au voyage fantastique que Bonaparte a fait et dans lequel il a entraîné une grande partie donc d'une armée qu'on a appelée l'armée d'Orient. Et le contexte, on va le voir, il est quand même très particulier. C'est donc la dernière partie de la Révolution. Nous sommes sous le Directoire. Le gouvernement de la République, donc la Convention, la Première République, ont connu un grand nombre de coalitions en Europe et les difficultés particulières continuent à persister avec la puissance anglaise, la puissance économique, et puis les autres coalisés du côté donc, de l'Europe continentale. Alors les idées qui vont se présenter. Tout d'abord, en 1796, un tout petit rappel, Bonaparte est victorieux en Italie, au nom de la République. Et le gouvernement de la République, avec l'un de ses ministres, Talleyrand Périgord, que vous voyez ici, est ministre des Affaires étrangères. Il a une carrière d'abord qu'il a faite sous l'Ancien Régime. Et le gouvernement du Directoire, compte tenu de sa grande connaissance et de son grande expérience dans le domaine international, lui demande donc de prendre cette fonction. En tant que ministre des Affaires étrangères, son principal objectif, on va le voir, c'est de trouver un moyen de contrecarrer la politique anglaise, mais la politique anglaise, pas seulement du côté occidental, mais loin, en direction donc du Proche-Orient, du Moyen-Orient et des Indes. Et l'idée, c'est de ralentir finalement tout système de circulation par la route terrestre des Indes en créant une diversion par une intervention maritime française en Méditerranée. Donc ça, c'est l'idée clé donc, de Talleyrand, en quoi il reprend d'ailleurs la politique de ses prédécesseurs. Le jeune général Bonaparte, voici l'un des portraits les plus proches de la date à laquelle il va partir donc, en Égypte. C'est l'esquisse faite par David que nous conservons au musée donc, du Louvre, qui marque effectivement la détermination de ce jeune général corse qui a déjà œuvré pour les armées de la République. Alors voilà le contexte d'ensemble. La Sublime Porte, c'est le nom qu'on donne normalement au gouvernement turc ottoman. Et les Anglais soutiennent donc ce gouvernement principalement pour des raisons commerciales, et ils appuient en fait la politique des bey, c'est-à-dire des chefs de province de ce gigantesque empire dont on va voir une carte dans 2 secondes. Pendant le même temps, le Directoire cherche tous les moyens de contrecarrer donc cette politique et de préconiser finalement une intervention française avec les dangers que ça représente, parce que finalement l'armée française est relativement peu nombreuse et on ne pourra donner en fait qu'une partie des forces françaises à Bonaparte. Voilà l'extension de l'Empire ottoman à cette période. Donc, toute la Méditerranée est encerclée, donc, sauf la partie italienne et Gibraltar, et les accès inquiétants sont ceux donc, du Levant, Syrie, Palestine, là où se trouvent les échelles du Levant, c'est-à-dire ces grandes villes commerciales dans lesquelles il y a un certain nombre de comptoirs et dans lesquelles les Français sont présents depuis l'époque, donc principalement de François Ier. Donc il faut assurer une traversée de la mer Méditerranée, premièrement en échappant à Nelson et à l'armée, donc à la flotte anglaise, et secondo, tenter une intervention en Égypte en tenant compte du fait qu'à l'époque, c'est une province qui est excentrée par rapport à la Sublime Porte, donc la partie turque elle-même, mais surtout une province désobéissante et dans laquelle finalement le gouvernement, depuis de nombreuses années, est en perpétuel conflit, complot, donc une instabilité dont il convient peut-être de tirer parti.
Donc la diplomatie de Talleyrand va suivre exactement la diplomatie de l'Ancien Régime français, jusqu'à l'époque donc de Louis XVI, et on va reprendre le même objectif, c'est-à-dire appuyer l'Égypte comme province périphérique, rebelle de l'Empire ottoman, et tenter là d'implanter une présence française. On imagine même, peut-être à l'époque, d'implanter une colonie ou tout au moins une série de comptoirs commerciaux qui contrecarreraient définitivement l'influence anglaise. Donc ça, c'est le projet, c'est l'espoir évidemment, qui ne s'est pas en fait réalisé. Alors Bonaparte va partir, il accepte cette mission, quasiment une mission impossible, mais Bonaparte a une énergie considérable et avec les succès de l'Italie, il se voit déjà en conquérant de l'Orient. C'est un petit peu comme si on le disait, il va être un nouvel Alexandre. Et donc j'ai choisi la page de garde de la 2e édition de la description de l'Égypte pour vous donner un peu l'idée de l'imaginaire finalement de l'époque. Imaginaire donc pré-romantique certes, mais avec toute cette antiquité qu'on connaît encore assez mal et que l'on imagine qu'on va dominer. Et donc Bonaparte se sentant le conquérant de tout cet espace gigantesque. Alors la situation de l'Empire ottoman, quand même 2 mots pour savoir comment ça fonctionne. Avant l'époque des Lumières, il y a un certain nombre de voyageurs français qui se sont rendus en Égypte aux échelles du Levant. Beaucoup ont rédigé des récits. Au retour, le dernier récit intéressant, c'est celui de Volney, parce qu'il est juste antérieur à la Révolution française. Et Bonaparte, pour préparer cette expédition, a lu un très très grand nombre d'ouvrages, en plus des ouvrages classiques, mais aussi des ouvrages de voyageurs français, pour se donner une idée de l'état du pays, de la difficulté que ça pouvait représenter d'y circuler, et imaginer donc quels seraient les points d'appui dont il aurait besoin. Quant à la gestion même de l'Égypte et de la Syrie, qui en fait forment un seul et unique espace conjoint, cet espace a été conquis par l'Empire ottoman en 1516, donc à l'époque de François Ier. C'est aussi l'époque du traité des capitulations qui détermine les relations diplomatiques entre le gouvernement français et les appuis auprès de l'Empire ottoman. Le gouvernement local, Bonaparte le connaît, il y a donc un pacha qui administre cette province de l'Égypte, qui a comme contrainte de verser une fois par an un tribut à la Sublime Porte, donc à Constantinople, Istanbul, comme vous voulez. Une fois que le tribut est versé, normalement, la province d'Égypte gère ses biens comme elle l'entend. Et elle est très souvent dissidente. Quant aux combattants auxquels Bonaparte va s'affronter, il y a 2 groupes, les Bey, chefs de province, et les Mamelouks. Mais les Mamelouks sont les plus dangereux, ce sont en fait les militaires qui ont été entraînés et qui représentent vraiment la force vitale en fait, de l'Égypte ottomane. Quant au conseil, Bonaparte va mettre en place le divan, qui sera constitué des hauts fonctionnaires et des représentants religieux de l'islam, parce qu'il a parfaitement compris que pour entrer dans un pays de culture musulmane, il fallait savoir s'appuyer en fait sur les lettrés, et sans eux, on ne pouvait strictement rien faire. Donc il a fait tout un effort considérable de traduction de textes, il a emmené avec lui un certain nombre d'interprètes pour maintenir tout le temps des discussions avec les représentants de l'islam. J'ai juste un souci, voilà. Alors l'embarquement, voilà la question fondamentale, l'embarquement se fait évidemment depuis Toulon. Depuis la rade absolument exceptionnelle. Je voulais vous dire que pendant que j'étais en train d'écrire mon livre, j'avais toujours les images de Toulon qui me tournaient dans la tête. Donc là, très modestement, j'ai quand même remis une des images donc, de la situation au XVIIIe siècle. Le chiffre est fabuleux. 36 000 combattants. Ça représente un effort considérable pour la République de l'époque, qui est en guerre contre le reste de l'Europe, il ne faut pas l'oublier. Une flotte de 300 bateaux de transport, escortés par 55 navires de guerre, servis par 10 000 marins. C'est considérable par rapport à la réalité des forces, j'allais dire physiques et financières, donc de la Première République. La flotte apparaît donc au mois de mai, et ce qui est le plus curieux, c'est que c'est pour une destination tenue secrète. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a le plus fort dans la préparation. Bonaparte et Talleyrand ont tout fait pour que personne ne dise où partait cette expédition. Parce que les espions anglais étaient partout à cette époque, aussi bien à Paris que dans n'importe laquelle des villes de province. Il fallait donc absolument gagner du temps et empêcher que la flotte britannique ne descende à Gibraltar et attaque immédiatement les bateaux français à la sortie de Toulon, ou à Malte, ou à La Valette, etc. Donc ça, c'était le point essentiel. Alors maintenant, évidemment, les beautés, vous les voyez, vous les connaissez mieux que moi. La flotte de l'armée d'Orient, voici quelques-uns des noms des vaisseaux, frégates, briques, bombardes, tartanes, avec bien sûr, ci contre, le plus beau de tous, l'Orient, à tout seigneur, tout honneur, 118 canons. Et puis, le choix avait été fait dans les différents autres bâtiments de manière à permettre des mouvements différents dans la Méditerranée après que l'occupation se fasse en direction d'Alexandrie. Donc, on espérait tout de même pouvoir se maintenir sur la côte donc, de l'Égypte de façon continue. Quant à la flotte, globalement, donc les 20 bâtiments armés en guerre, ça fait 60 à 120 canons, ça dépend des modèles des bateaux. Les équipages, au total, 4 348 hommes. Les 9 bâtiments armés flûtes, 30 à 64 canons.
équipage 1552 personnes, et 26 bâtiments légers, 2 à 18 canons, équipage 1682. Donc là, c'est toutes les sources qui ont été étudiées par les spécialistes donc, de la marine, et donc qui ont été réunies une centaine d'années après cette expédition. Donc on a toute la documentation nécessaire. Le trajet. Alors en rouge, vous apercevez le trajet fait par les Français depuis Toulon jusqu'à Alexandrie. En revanche, les différents mouvements que vous apercevez, donc en bleu, bleu-vert très exactement, ce sont les tentatives faites par les Anglais pour poursuivre finalement la flotte de Bonaparte. Lorsqu'ils apprennent que l'expédition est déjà en cours, ils tentent par tous les moyens de casser la route donc, de la Méditerranée pour contrecarrer bien sûr l'expédition du Directoire. Alors le point principal, ça a été donc l'arrêt à Malte, avec le fait que Bonaparte a fait un coup fantastique vis-à-vis des chevaliers de Malte. Il a immédiatement emprisonné le représentant des chevaliers. Il a pris la main sur l'espace sur l'île avant de continuer donc sa progression en direction d'Alexandrie. Le trajet s'est passé sans trop grande difficulté parce qu'en fait, Nelson, prévenu, n'a commencé la poursuite que beaucoup plus tard. Donc toute la première partie de l'expédition se passe de façon tout à fait favorable, sans aucun souci. Les étapes de la campagne, en fait, vont aller beaucoup plus vite qu'on l'imaginerait, mais avec malheureusement des déceptions. L'année 98, après le départ de Toulon, au mois de mai, l'arrivée à Alexandrie, la grande bataille des pyramides, qui est la première grande victoire donc, de Bonaparte, du haut de ces pyramides, point de suspension, avec quand même un arrangement dans les dates qui n'est peut-être pas tout à fait... L'important, c'était la déclaration à l'ensemble donc des représentants de la nation pour impressionner. Alors malheureusement, la bataille, le désastre d'Aboukir, c'est l'arrivée de Nelson, et là, on n'avait pas prévu, la chose s'est passée mal et beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. L'autre élément qu'on ne voyait pas venir, c'était la révolte du Caire, c'est-à-dire un certain nombre des représentants proches des imams et proches du Diwan du Caire se sont révoltés contre les Français, craignant en fait une installation d'une colonie, alors qu'en fait cette Égypte périphérique luttait contre le pouvoir central donc, de Constantinople. Alors pendant la même année, il y a un élément très important qui s'est déployé, c'est le départ du corps expéditionnaire vers le sud, donc vers Edfou et vers la première cataracte, avec deux noms, Dominique Vivant-Denon, dont je vais parler tout à l'heure assez rapidement. Le but de Bonaparte, là, c'est de faire une expédition contre les Mamelouks, et de tenter donc de bloquer leurs interventions. Pour ça, il faut descendre la vallée du Nil le plus loin possible et prendre à revers. Donc c'est l'objet des quelques mois de la deuxième partie de l'année 98. Mais Bonaparte n'oublie pas, l'année suivante, un des grands projets qui l'intéressait énormément, c'était l'idée de percer l'isthme de Suez. Alors là, il y a un travail qui avait été fait avant la période de l'expédition, et on avait donc chargé les ingénieurs et les spécialistes donc de ces corps de métier d'aller sur place à Suez et de prendre toutes les mesures nécessaires des deux parties de l'isthme pour voir si on pouvait imaginer de faire un creusement et de relier donc les deux parties. Et l'idée, c'est évidemment d'avoir une route vers les Indes beaucoup plus courte que la route que prenaient les Anglais, eux, par la partie terrestre. Ça, c'était le grand projet de Bonaparte. On en connaît, nous, la suite, bien sûr, avec le canal de Suez. Pendant ce temps-là, Denon arrive à l'île de Philæ, où il reste quelques temps, à Sienne. Il va explorer, il va dessiner. On va voir que son rôle, c'est celui, finalement, d'appuyer les archéologues qui l'accompagnent. Pendant le même temps, Bonaparte se lance très vite dans une expédition qui malheureusement est une catastrophe, c'est l'expédition en Syrie. Là, il essaie en fait de contrecarrer l'alliance des Turcs, ottomans et des Anglais. Donc, il tente plusieurs batailles, celle du Mont Tabor, celle de Saint-Jean d'Acre. Malheureusement, on va le voir, il est rattrapé par l'épidémie de peste et il doit replier donc son armée. Alors, un autre événement intervient à ce moment-là que personne n'avait prévu. La découverte d'un morceau de pierre de rien du tout, noir, pas très beau, mais 3 inscriptions dessus et la partie du sommet cassée, les hiéroglyphes. Et ça, heureusement, on va le voir tout à l'heure, les membres de l'expédition ont eu la très bonne idée de tout noter, dessiner, mesurer. Et cette inscription va être découverte une nouvelle fois par Champollion en 1822, qui pourra exécuter le déchiffrement des hiéroglyphes. On y reviendra tout à l'heure. Enfin, Bonaparte, face à la situation qui se complique, qui s'enlise, décide de quitter secrètement l'Égypte, malheureusement, et il laisse en place le général Kléber, qui doit prendre en main la fin de l'expédition avec pas d'aménagement, pas d'amélioration, pas d'envoi financier de la part du directoire. Donc en fait, c'est une situation d'asphyxie, et cette asphyxie se termine donc en 1801. Seulement, on va regarder quelques-unes des images de cette première période. D'abord les sites, donc l'arrivée par Alexandrie dans le delta, tout à côté de Rosette et d'Aboukir, la descente au Caire, et ensuite le travail donc demandé par Bonaparte, c'est donc de remonter le cours du Nil jusqu'au niveau d'Assouan, tout à fait au sud, la première cataracte, et un petit peu plus loin même au niveau de la Nubie. Donc l'aller-retour avec la poursuite évidemment de Mourad Bey et des différents représentants de l'armée turque. Alors quelques documents nous ont été légués, ce sont plutôt des documents, j'appellerais ça de propagande, qui ont été peints après le retour de l'expédition d'Égypte.
Donc on n'a pas de documents stricts, sauf quelques schémas croquis qui sont faits de ci, de là. Alors la grande peinture officielle, évidemment, je l'ai quand même choisie parce que Bonaparte se représente comme le titulaire des opérations de la République, l'écharpe tricolore. Vous remarquez qu'il est sur un cheval blanc, ce qui n'est pas neutre. C'est le choix du cheval d'Henri IV. C'est toujours la même thématique qu'on retrouve dans la peinture de propagande. Du côté gauche, donc, son armée, ses officiers. À droite, on représente la population locale déjà vaincue, hein, on voit au premier plan, demandant la grâce au chef des armées républicaines. C'est à peu près ça. Dans le domaine de la propagande, il y a eu beaucoup d'images qui ont circulé. La petite aquarelle qui est à gauche nous présente Bonaparte avec la grande déclaration qu'il a faite auprès des imams à l'arrivée donc au Caire. La couronne de la gloire lui est presque présentée, pas tout à fait. Seulement attention, à l'arrière-plan, il y a donc la présentation de la marine, de l'armée, et le canon au premier plan, indiquant bien qu'on pose les armes temporairement, mais que s'il y a une révolte, on reprend les armes immédiatement. Et malheureusement, ça c'était très beau, mais c'était avant le désastre d'Aboukir, dont on a un des tableaux principaux dans la peinture anglaise, en bas à droite. La révolte du Caire gronde pendant quelques jours, premier massacre en octobre 98. Bonaparte va tenter donc de calmer les esprits, d'expliquer qu'il n'est pas venu pour détruire l'islam ni la population, mais pour mettre en valeur le pays et pour le libérer de l'Empire turc. La grande idée, c'est ça, c'est toujours de jouer entre les deux groupes. Vous êtes opprimés par l'Empire turc et nous, Français, on va vous apporter une certaine forme de liberté dans votre province. On va vous détacher finalement des conflits que vous avez avec l'Empire turc. Alors tout ceci se passe difficilement à la fin du mois d'octobre. Après l'amnistie, dont on parle dans les textes d'Al-Jabarti, il y aura un retour progressif à la paix qui sera relativement difficile. Alors attendez un petit instant. Je ne sais pas ce qui... Voilà. Non. Voilà, ça va. Attendez, c'était un tout petit peu plus vite, mais ce n'est pas grave. On peut retourner. Voilà. Et celle-ci, c'est Bonaparte qui part en Syrie. Je ne sais pas pourquoi ça... Non. À nouveau, bon, attendez. Oui, voilà, excusez-moi. C'est moi qui j'étais fixé sur mon image, ce qui n'était pas la bonne chose. Voilà. Il arrive donc en Syrie, en Palestine. Alors là, c'est l'échec complet. La première bataille au Montabor lui permet d'enrober donc l'armée turque, enfin anglo-turque. Malheureusement, lorsqu'il arrive donc à Jaffa, la peste est déjà depuis longtemps. En réalité, la peste, elle sévit déjà au Caire. Alors immédiatement, Bonaparte a mis en place, avec les équipes de médecins et de pharmaciens, une lutte contre la peste au Caire, de manière d'abord à ne pas paniquer les populations, en même temps serrer, limiter. C'est la question de la quarantaine, on connaît tout ça par cœur maintenant, donc on sait ce qu'il faut faire. Alors Bonaparte fait un grand geste, tout le monde le connaît, toucher un pestiféré, alors qu'en fait, derrière lui, Desgenettes, l'un des chirurgiens, se met le mouchoir sur le nez en sachant très bien que la peste, c'est vraiment très dangereux, c'est la peste pulmonaire, donc ce n'est pas le moment d'aller respirer les pestiférés. Mais Bonaparte, grand seigneur tout honneur, d'ailleurs là, il se prend presque pour un des rois de France qui guérit les écrouelles. C'est à peu près ça, après le sacre. Alors, une très belle victoire quand même, l'une des dernières, celle d'Aboukir, le deuxième Aboukir. Là, c'est carrément le travail de Murat, qui, avec la cavalerie, va encercler en fait l'armée des Ottomans, qui est beaucoup, beaucoup plus nombreuse, mais tout est dans le mouvement de la rapidité, et ça, franchement, c'est les techniques, la stratégie que les Français ont déjà acquises pendant la Révolution, c'est tout ce que sait faire Bonaparte, donc effectivement, c'est une réussite considérable, mais malheureusement, ça ne va pas durer très longtemps. Voilà. La suite est à craindre. Alors, pendant qu'on continue à lutter contre l'armée anglo-turque, Bonaparte a la deuxième partie de ce qu'il a prévu, c'était l'installation donc des érudits, des ingénieurs, qu'il emmenait avec lui, 150 personnes, qui elles-mêmes sont toutes parties sans savoir où elles se rendaient. Même code secret, donc des gens qui avaient quand même du courage, on va dire, on vous emmène à un endroit où il y aura donc du feu, du sang, on a besoin de vous pour travailler, il faudra travailler vite et bien, mais on ne vous dit pas où vous partez. Bon. Une bonne moyenne d'entre eux ont moins de 25 ans et sont les élèves des différentes écoles de la République et les meilleurs scientifiques de l'époque. Ces 150 personnes arrivent à Alexandrie, ensuite on les emmène s'installer au Caire et on met en place une imprimerie bilingue permettant de faire tous les discours qui doivent être placardés dans les rues seront toujours faits en français et en arabe de manière à ce que toute la population locale puisse surveiller ce qui se passe. Bonaparte va essayer de rencontrer les notables arabes lettrés et les cheikhs par l'intermédiaire des interprètes qui sont avec lui. Donc son idée vraiment c'est de rester au plus près de la population. Et en même temps, il donne comme ordre de commencer l'exploration de la vallée du Nil et de tous les sites archéologiques et d'en faire un rapport exhaustif. Alors les savants arrivent donc à Alexandrie,
les premiers jours. Alors une aquarelle que j'ai trouvée très amusante parce qu'ils arrivent tous avec la redingote, le costume officiel, etc. Sauf qu'il fait presque 40 degrés l'après-midi, qu'en très peu de temps, ils changent tous de costume pour se mettre au travail. Ça c'est clair, il y a quelques lettres amusantes là-dessus. On les emmène voir la colonne de Pompée. Ce sont des gens qui connaissent la culture classique, donc ils ont envie d'apprendre de nouvelles choses. Et auprès de Bonaparte, donc les différentes activités qui avaient été donc choisies, spécialement par Bonaparte et par Talleyrand, permettent d'avoir toute une équipe d'ingénieurs, des astronomes, des médecins et pharmaciens bien entendu, des naturalistes, des chimistes, même des musiciens qui vont beaucoup travailler sur l'étude de la musique arabe, des littérateurs, au sens aussi bien journaliste que vraiment littéraire, des peintres, des dessinateurs et les orientalistes traducteurs. Donc une équipe extrêmement variée, parmi lesquels, alors on va trouver toutes les listes scientifiques de l'époque française, Monge comme mathématicien, Berthollet, jeune chimiste, Fourier, le très grand mathématicien Fourier, qui est quand même un des aînés, il a à peu près presque une cinquantaine d'années à l'époque, Costaz, l'un de ses collègues, Noué, l'astronome, qui a bien des soucis parce qu'une partie de son matériel a été abîmée au moment d'un naufrage, il va donc reconstituer une partie du matériel de travail, Geoffroy Saint-Hilaire, bien sûr, professeur au Muséum d'histoire naturelle, Delisle et Nectoux, botaniste. Du côté des ingénieurs des ponts et chaussées, Lepère et Girard, qui ont déjà une belle carrière derrière eux, Redouté, Dutertre pour les peintres, Denon, Dominique Vivant-Denon, ex-diplomate, passionné d'antiquité, Jean Marcel, c'est l'orientaliste, Comté, c'est un des membres du Conservatoire des Arts et Métiers, quelqu'un qui est extrêmement habile, tout à fait adaptable et qui va se passionner pour le pays, et enfin Jomard, ingénieur géographe, qui va diriger toute une équipe. La majorité de ces participants est fort jeune et on les met sous la direction du général Caffarelli du Falga, qui est responsable de ce qu'on appelle la commission des arts et des sciences de l'armée d'Orient. Donc elle est constituée sur le papier avec énormément de précision. Le lieu de travail qui va être le leur, d'abord au Caire, un des grands palais, Hassan Caché, qui a été mobilisé par Bonaparte. On va donc à l'intérieur installer donc des bureaux, une bibliothèque, une imprimerie. Et ça sera le point de ralliement en fait de tous les savants et ingénieurs pendant cette période. Il faut rencontrer les autorités égyptiennes. Alors j'ai seulement mis 2 portraits. D'une part, les autorités comme le cheikh Al-Sharkawi, qui est le représentant du premier diwan, qui va donc être sous la tutelle des relations avec Bonaparte régulièrement, et qui finalement acceptera en partie l'autorité française et transmettra donc à ses auxiliaires les vues finalement du général Bonaparte. Par contre, à droite, un ennemi, Mourad Bey, l'un des chefs mamelouks les plus puissants et qui passe énormément de temps à s'opposer aux Français. Et voyant ensuite que le vent va tourner, se rendant compte finalement de la capacité que les Français ont peut-être, par leur courage et leur énergie, à modifier la structure même du gouvernement de l'Égypte, il va devenir un des alliés de Bonaparte dans la deuxième partie donc, de l'expédition. Nous allons explorer la vallée du Nil avec les ingénieurs et érudits de Bonaparte. Alors pour l'explorer, j'ai choisi quelques-unes des images que nous avons dans la publication qui a été faite au retour de l'expédition, qu'on appelle la description de l'Égypte. On va donc suivre le Nil en descendant donc du nord vers le sud, dans l'ordre où l'expédition s'est faite. Premier site visité, Rosette, Rachid, dans le delta du Nil. C'est là où est découverte la pierre de Rosette, que vous avez donc à droite. Un décret trilingue. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est. Le colonel Bouchard a fait nettoyer les parties donc, de la pierre qui ont été découvertes, enserrées dans une muraille de l'époque byzantine. Et on va donc tout simplement d'abord la nettoyer, la copier et en faire aussi une estampe, en la donnant aux spécialistes. Parmi les spécialistes qui étaient là, il y avait bien sûr un helléniste. On a traduit sans problème le décret de Ptolémée en langue grecque. Maintenant, pour le reste, il fallait chercher, on était loin du compte. L'arrivée aux pyramides, alors bien avant la bataille des pyramides, donc l'arrivée sur le plateau de Giza, on aperçoit le sphinx qui à l'époque n'était pas encore désensablé. Alors chaque fois, les images gardent toujours l'habitude de conserver l'échelle en mettant quelques personnages pour donner l'idée en fait de la hauteur des bâtiments. Et sinon, dans la publication, toutes les mesures ont été relevées par les principaux ingénieurs systématiquement de tous les sites qui étaient visités. Non loin de là, on va visiter la palmeraie de Memphis. Alors tout le monde rêve parce que Memphis était la grande capitale de l'Égypte des pharaons, il n'en reste plus rien. Un village, Mitraïné, et de ci, de là, des fragments de colosses. Ici, par exemple, on a 2 ingénieurs qui mesurent une main, la main d'un colosse. On voit juste simplement le point qui reste ouvert en granit. Tout le reste est dispersé. Le site est vraiment totalement abandonné. Alors les géographes ont beaucoup de travail. Avec Jomard et Jacotin, ils vont faire pendant les 3 années un relevé systématique de toutes les parties de l'Égypte et surtout un travail colossal de tous les toponymes en hébreu, en faisant faire des transcriptions par les scientifiques de manière à avoir ensuite une sorte de catalogue géographique de l'ensemble des sites qu'on aura visités. Donc la carte d'ensemble que vous avez, elle comporte 47 feuilles qui ont été réunies et les différentes échelles figurent dans le cartel en bas.
On descend la suite du Nil, on arrive à peu près à 300 km au sud du Caire, à Minya, c'est la région d'Assiout. Là, on va faire des croquis, des relevés, pour avoir une idée en fait, du paysage du Nil, les falaises au fond, les felous, l'aspect urbain des constructions en pisé. Donc on va s'intéresser aussi bien aux constructions de l'Antiquité qu'aux constructions contemporaines et aux constructions byzantines. Alors une des grandes découvertes, là vraiment c'est la chose qui les a passionnés, ils rentrent dans quelques-uns des temples et l'un des temples, ce qui les étonne beaucoup, c'est en entrant tout à fait au fond, ils aperçoivent sur le plafond ces motifs qui les intriguent énormément. Personne ne peut les lire, puisqu'il s'agit effectivement d'hiéroglyphes. Pour l'instant, personne ne les connaît. Alors tout de suite, ils vont avoir le réflexe scientifique. On s'arrête, on prend des papiers, des crayons, des mesures, on se couche au sol et on commence à faire le relevé. Et ils font le relevé de manière tout à fait précise. Ils divisent l'ensemble du cercle en 8 portions. Chacun relève une portion. Ensuite, on fait tourner chaque personnage d'un quart pour que chacun ait revu la portion de celui qui est juste avant, juste après, de manière à corriger toutes les erreurs qu'on a pu faire. Et après, on a un relevé définitif qui nous est conservé. Alors, il y a un texte magnifique d'Édouard Villiers du Terrache, qui à l'époque a 25 ans. Pour lui, c'est son premier voyageur d'Europe. Il est tout feu, tout flamme. Et dans son journal que ses parents ont conservé, il dit « Le temple de Dendera, en dehors de toutes ses beautés, renferme un monument d'un intérêt capital, je veux dire le fameux zodiaque circulaire, découvert par Desaix, le général Desaix, et Denon. » Et donc, ce motif est fondamental parce qu'il va permettre à Champollion, dans les années 1824, de revoir complètement la conception du zodiaque égyptien et de faire un certain nombre de propositions sur l'histoire de la religion égyptienne. En continuant la descente du Nil, on va arriver à Thèbes, à peu près à 700 km donc, du Caire, le site de Karnak, Luxor sur la rive droite, et les sites donc, du Ramesséum, de la vallée des rois sur la rive gauche, de l'autre côté. Alors là, ils ont énormément de travail, ils vont donc systématiquement dessiner, mesurer, mais très très vite, parce qu'en réalité, on va de bivouac en bivouac, et à ce moment-là, on est poursuivi par les Mamelouks. Et Dominique Vivant-Denon se plaint en disant « Je ne peux pas travailler dans mes dessins, je commence un dessin, je monte à cheval, termine mon croquis à cheval, et on s'en va à toute vitesse avec le fusil dans le dos, et de temps en temps, je perds la moitié de mes affaires et de mes plumes et de mes pinceaux. » Alors il est très furieux, mais bon, Bonaparte a dit « Il faut aller très vite, et le danger est très grand. » Les voici arrivés alors à Luxor. Alors là, tout seigneur, tout honneur, évidemment, je m'arrête. L'obélisque de droite, vous le connaissez bien, c'est l'obélisque de la Concorde. C'est celui qui va être choisi par Champollion en 1828, au moment où le pacha veut accorder un cadeau à la France. On va donc faire un choix. Les Anglais auront un autre obélisque, celui de Cléopâtre, et les Français ont choisi celui-ci, qui est de Ramsès II, mais à l'époque, personne ne le sait. On est donc dans l'entrée du temple principal. Une grande partie est encore ensablée, puisqu'on aperçoit les têtes des colosses qui sont juste en bas de part et d'autre des obélisques de granit. Et donc là, il y a une série de dessins qui sont faits par Dominique Vivant-Denon, qui est absolument ébloui par rapport à la beauté de l'art égyptien. Il ne peut pas comprendre les textes, mais il trouve que les volumes sont magnifiques. Pour lui, c'est quelque chose de tout à fait neuf, puisqu'il connaît l'architecture grecque, l'architecture romaine, et pour lui, c'est vraiment l'exotisme total, la nouveauté complète. On quitte la rive droite, on traverse le Nil, nous voici maintenant au colosse de même nom du côté de la vallée des rois. Et là, évidemment, personne ne sait que tout à fait au fond, là, dans la montagne que vous voyez, se trouve caché le trésor de Toutankhamon, mais qu'on découvrira bien, bien après. Pour l'instant, on va découvrir juste les colosses, on va mesurer, on va dessiner, et on va aller vers la vallée principale, voir les vestiges des temples. Alors, ils découvrent tous le Ramesséum, et ça leur paraît tellement beau qu'au début, ils croient que c'est un palais. Ils disent, c'est pas possible, ça doit sûrement être un palais d'un roi. Et ce n'est que Champollion qui saura beaucoup plus tard qu'en fait, il s'agit d'un temple. En lisant les inscriptions, il pourra le déterminer. Ils vont aussi découvrir deux, trois choses tout à fait étonnantes. Dans les temples, il y a des fragments de bas-relief qui étaient peints. Alors, ils ont la très bonne idée, en fait, de prendre leur boîte à aquarelle et systématiquement, partout où il y a des traces d'aquarelle, on va redessiner et mettre les couleurs. Les ocres, les bleus, les verts, les orangés, pour garder quand même un témoignage avec les textes qui accompagneront. Là, c'est une scène de Ramsès II, le combat du souverain et le départ des troupes. Et heureusement qu'il a eu cette bonne idée, parce que tous ces fragments colorés ont disparu. On a le bas-relief, mais les couleurs ont totalement disparu, c'est fini. Alors on commence aussi à trouver des papyrus. En fait, Denon dit que dans les villages où on se rend, de temps en temps, les habitants disent « Ah ben attendez, est-ce que ça vous intéresse ?» Ils prennent le truchement d'un interprète. Et évidemment, dans toutes les tombes, ils ont gratté, ils ont volé, ils ont pillé. Alors il y a des petits objets, des petits scarabées, des petites statuettes et tout. Et de temps en temps, des papyrus. Alors là, Dominique Vivant-Denon décide d'acheter un certain nombre de papyrus qui partiront après au musée du Louvre. Bonaparte a donné comme ordre qu'on achète tout, qu'on ne vole rien, mais qu'on paye, monnaie trébuchante, ce que l'on achètera. Et ce papyrus-là, en fait, va être ensuite lu, traduit par Champollion une vingtaine d'années plus tard.
on arrive à être fou. Là, c'est un des plus beaux temples de nom, parce que c'est un des temples qui a été le moins transformé. On arrive par la grande entrée double, le pylône, une première cour, une colonnade, et dans la partie arrière, on descend progressivement et on s'aperçoit que les plafonds sont de plus en plus bas. On arrive dans le sanctuaire supposé des divinités qui est quasiment dans la pénombre. Mais pour faire tout ça, il faut bivouaquer. Alors si vous regardez du côté gauche, il y a quand même pas mal d'installations. Le bivouac dure, mais on doit quand même toujours travailler avec l'arme au pied au cas d'attaque des Mamelouks. Et dans ce cas-là, il faut évidemment immédiatement intervenir. Alors parmi les domaines étudiés dans la description de l'Égypte, les ordres de Bonaparte avaient été, en dehors de la cartographie, de la topographie, de l'étude des bâtiments archéologiques, de faire des relevés de toutes les connaissances de sciences naturelles, botanique, zoologie, et géologie aussi. J'ai mis quelques petits exemples rapidement. La deuxième cartographie, alors il y a un travail colossal qui a été fait parce qu'il fallait vraiment, région par région, identifier tous les villages et villes et pouvoir les désigner de manière précise. Donc c'est un travail qui n'avait jamais été fait. Dans le domaine de la botanique, c'est surtout le travail de Alire Raffonneau de Lille avec ses collègues qui vont donc visiter, dessiner, aquareller et surtout s'intéresser à toutes les espèces végétales qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent mal et dont il faut apporter un dossier documentaire pour le Muséum d'histoire naturelle à Paris. Donc le but, c'est d'apporter de la matière première de qualité. Alors, il a avec lui une équipe de très jeunes passionnés qui vont l'aider à faire ses relevés. Je crois que j'ai mis juste après. Voilà. Il y a aussi des planches de botanique qui traitent de toutes les plantes des marais ou des plantes qui ont été donc domestiquées. Pour ce qui est donc du nymphéa, lotus et nymphéa cerula, c'est quand même le fameux nymphéa qu'on voit dans les bas-reliefs égyptiens. Donc les études sont faites complètement, tant du point de vue donc, de l'iconographie que du point de vue des textes. Donc chaque thème traité par l'image correspond à un chapitre qui ensuite a été rédigé par les spécialistes. Au retour en France. Voilà. Du côté donc des animaux, la faune est magnifique. Alors les ibis, ça passionne les spécialistes. Simplement, les ibis ne posent pas, ne sont pas très patients. Il faut donc courir, cavaler, en attraper quelques-uns. Alors il y en a malheureusement qu'on va trucider pour faire l'étude complète, d'autres que l'on va peindre et mesurer. Mais c'est un travail qui est un travail d'équipe, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors l'ibis blanc, c'est l'ibis sacré, c'est celui du dieu Thoth. En fait, par la suite, on verra que c'est celui-ci qui figure sur les bas-reliefs. On reconnaît bien sa silhouette, c'est l'ibis sacré. Du côté donc du Nil, alors là, une quantité fantastique de poissons, de sauriens du Nil. Alors là, ils sont tous tellement heureux, ils barbotent dans l'eau du Nil parce que pour eux, tout est nouveau. De temps en temps, d'ailleurs, il y a des catastrophes, il y en a qui ont des accidents, c'est pas forcément une réussite, il y a des malades, enfin, etc. Mais on dessine, on mesure. Entre autres, courir après les crocodiles n'est pas vraiment une activité, ou les sauriens, c'est pas vraiment formidable, mais ça les passionne énormément. Donc on a tout un volume complet des observations qui ont pu être faites. Alors, il restait un dernier domaine dans lequel Bonaparte n'avait pas eu le temps de donner les consignes. Comme il quitte précipitamment donc le pays à la fin de l'été 1799, il donne le commandement à Kléber. Et le général Kléber va donc non seulement continuer le commandement militaire, mais aussi s'occuper de l'équipe des scientifiques. Et il va voir que finalement, on peut continuer le dossier donc, de travail de la manière suivante, faire une enquête documentaire sur l'économie et la société ottomane contemporaine, celle que l'on voit, et demander carrément qu'on étudie les villes, les campagnes, les constructions, les activités économiques, et tout ce qui peut faire donc le quotidien, et qu'on en fasse un dossier, comme une enquête, en quelque sorte. Alors, comme nous sommes dans un pays, la France qui est cartésien, on fait donc des listes, on établit donc des critères, et chaque personne part avec son questionnaire qu'elle doit remplir dans les cases correspondantes. À la plume, s'il vous plaît. Donc cette commission des renseignements travaille et subdivise son travail en 10 sections en intégrant la cartographie et l'hydraulique. Alors j'ai choisi peu de choses, mais quand même ce travail sur l'irrigation, parce que les chadoufs, c'est quand même le seul moyen que l'on ait pour monter l'eau du Nil. Au moment de la crue, on fait des réserves d'eau. Donc on a prévu d'avoir des canaux, des rigoles, et on monte progressivement l'eau avec ce petit système du chadouf qui existe depuis l'Antiquité, c'est le puits à balancier. Donc on monte premier niveau, puis on a une deuxième rigole, deuxième série de chadoufs, troisième, quatrième. Ce qui permet donc de faire des réserves d'eau. Et pour la période de l'étiage entre le mois d'octobre et le mois de mars de l'année suivante, on garde donc dans ces rigoles la quantité d'eau voulue. Et il y a un système de tour d'eau avec le chef du village qui permet de verser progressivement de l'eau dans les différentes parcelles, mais avec un ordre de manière à ne pas gâcher d'eau. Et ce système de tour d'eau a prévalu jusqu'aux années 1854 dans l'Empire ottoman. Il faut aussi aller regarder les métiers. Alors, ce qu'on appellerait, nous, la pré-industrie, bien entendu, c'est seulement de l'artisanat en quelque sorte, les tisserands de l'Égypte ottomane, qui travaillent dans des petits ateliers. Donc, les hommes travaillent dans les ateliers, les femmes travaillent chez elles. Tout est séparé. Et là, ils travaillent essentiellement le lin, qui est la principale ressource textile, et la laine. Et ça permet donc d'avoir la totalité de la production nécessaire pour le pays. Et puis, il y a Nicolas Conté, qui, lui, va dans les rues, dans les villages, et qui observe tous les petits métiers
d'artisanat. Ça le passionne et il fait à chaque fois des aquarelles et des commentaires. Alors en haut, il a montré un moulin à huile, donc avec l'animal qui tourne et la roue. Il s'agit en fait d'écraser les grains de ricin, c'est l'une des huiles les plus courantes. Et puis en bas, nous avons les représentants de ceux qui pilent le tabac et qui vont donc le vendre dans le quartier voisin. On s'intéresse aussi pour la première fois à l'architecture ottomane. Alors ça, c'est vraiment une nouveauté. On va carrément mesurer, faire des plans de toutes les grandes maisons et les palais de l'époque ottomane, et aussi des mosquées. On aura quelques très belles planches qui sont vraiment les toutes premières de l'histoire de cette culture et de cette architecture réalisée en Occident, avec les moucharabiers, les plans, les passages, et une étude aussi faite sur la qualité des matériaux. Il y a tout un texte qui accompagne ces images. Fin de l'expédition, malheureusement, le désastre que l'on connaît. En 1800, après le départ de Bonaparte, Kléber tente une dernière opération à la bataille d'Héliopolis. Alors, il réussit effectivement à repousser l'armée anglaise et turque à la bataille d'Héliopolis, mais quelques semaines après, il est assassiné par un fanatique dans la rue. Donc, toute l'armée est désorganisée. On donne le commandement au général Menou, qui est le second en rang après Kléber, mais malheureusement, le général Menou est quelqu'un qui n'a pas l'aura de Kléber, qui n'est pas spécialement apprécié de ses hommes et qui est plutôt un administrateur qu'un combattant. Donc ça ne correspond pas vraiment à la situation qui est la leur à ce moment-là. Mais pendant cette période, on continue les travaux de l'isthme de Suez, donc pour multiplier les mesures et avoir une idée la plus exacte possible de ce qui serait faisable comme travaux de percement de l'isthme. Enfin, en 1801, on entame quelques fouilles autour de la pyramide de Giza, près du Sphinx, entre autres, mais malheureusement, faute de moyens financiers, on n'a pas le temps de continuer ces fouilles. Menou échoue, il est battu par les Anglais, et l'armée française capitule définitivement à Alexandrie, donc au mois de juin. Enfin, de juin à août, mais la dernière négociation est signée, en fait, au mois d'août. Il faut donc rapatrier les troupes françaises. Alors là, c'est très compliqué. Les Anglais vont fournir un certain nombre de bateaux, les Turcs vont en fournir une autre, et l'armée donc pourra difficilement, au bout de quelques mois, rentrer en France. Seulement, il y a une chose, c'est que les Anglais ont confisqué la totalité des travaux scientifiques de l'expédition, c'est-à-dire tous les travaux, tous les relevés, tous les plans, et la pierre de Rosette. Et depuis cette date, je dois dire que la pierre de Rosette n'a jamais été rendue aux Français. Elle est toujours à Londres, au British Museum. Comme je suis affreusement chauvine, voilà, je l'ai dit. C'est la vérité. Bon, donc voilà la bataille où Kléber était victorieux, la grande bataille d'Héliopolis, principalement grâce à la cavalerie. L'un des derniers tableaux représentant donc Kléber avant donc l'assassinat, il a été enterré en fait au pied de la grande colonne Pompée, et lorsque ces hommes sont rapatriés en France, ils ont demandé donc à transférer les cendres en France puisqu'il était natif de Strasbourg. Faire connaître l'expédition, c'est la deuxième partie finalement que Bonaparte va gérer, c'est en fait l'image de l'expédition. Un échec militaire, une réussite culturelle, c'est ça son idée en réalité. Donc c'est vraiment en clair de la propagande, mais c'est la propagande devenue impériale. Les débuts de l'expédition et la suite vont se dérouler au moment du consulat, du directeur au consulat, et la publication va commencer au début de l'Empire. Alors normalement, c'est le gouvernement français qui prend à sa charge la totalité en fait des travaux. Publication des textes, publication des images, et on va mettre deux personnalités qui vont gérer l'expédition et la publication, qui sont les deux, dans les deux domaines qui intéressaient donc Bonaparte. François-Edme Jomard est le chef des géographes, c'est lui qui va gérer, en fait, comme éditeur, l'ensemble des volumes concernant l'iconographie, la cartographie. Et on va demander donc à Vivant Deneau de lui venir en aide, mais aussi de faire un classement de tous les monuments et objets donc provenant d'Égypte, mais en même temps de faire une réorganisation du Palais du Louvre, qui est devenu musée national à l'époque de la Révolution, mais qui a acquis, entre autres, de magnifiques objets de l'époque donc grecque et romaine, en plus d'objets égyptiens. Donc en fait, le travail de Denon, ça sera de faire de la muséographie de la première collection du Louvre, et en même temps, l'aventure éditoriale va continuer pendant une dizaine d'années. Voilà les deux personnages. À gauche, Jomard, géographe, au centre Vivant Denon. Et alors à droite, je me suis amusée parce qu'on a même du mal à trouver Vivant Denon. Il est en plein milieu de la gravure, entouré sur son bureau d'une quantité d'objets, il est en train de numéroter, de trier, etc. Il fait ce qu'on appelle l'inventaire. Il a avec lui une huitaine de personnes qui vont l'aider. On va conclure rapidement. La description de livre va avoir deux éditions, entre 1802 et 1840. Première édition, 1000 exemplaires, ça c'est ce qu'a demandé l'empereur. Après l'échec de l'Empire en 1815, Louis XVIII est consulté, et comme c'est quand même une œuvre de culture pour l'État français, il accepte d'autoriser la deuxième édition, qui va durer donc au-delà, jusqu'en 1840, jusqu'à la monarchie de Juillet, avec un deuxième éditeur, Pankouk. Voilà les planches de la première édition.
la page de frontispice, une construction magnifique. En fait, ce n'est pas un paysage, c'est une invention de paysage dans laquelle on a concentré tous les monuments qu'on a pu trouver. Et autour, bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, le N de Napoléon, on n'a plus le B de Bonaparte, le N, et tous les noms des batailles de Napoléon Bonaparte sont tout autour. Et évidemment, l'emploi se fait représenter dans le char d'Apollon, tout à fait au sommet. Avec la plus grande modestie, bien sûr. Deuxième édition en couleur, que vous avez vu tout à l'heure, ça c'est Pankouk. Donc là, le public a changé. Donc la première page est en couleur, c'est pas le même demande. On reconstruit en fait une autre image. Et au centre, on a caché quelques-uns des soldats de l'expédition. Entre les deux colonnades, on aperçoit les soldats. Et tout à fait au fond, donc le Nil et la rive ouest. Et en dernier, bien sûr, le style retour d'Égypte, l'engouement dans le public pour ce goût tout à fait oriental, des objets, donc du mobilier tout simplement, ont été faits dans ce style à la demande de Joséphine de Beauharnais, impératrice. Des projets de papier muraux ont été publiés à plusieurs reprises, mais des très grands formats, d'Anne Dera principalement, et puis des objets. Alors ici, le cabaret de Joséphine, un joli service à café, un encrier, enfin toutes sortes de petits objets qui ont beaucoup plu. Et même la nouvelle muséographie donc, du musée du Louvre va changer. Pour présenter les objets égyptiens, on va imaginer des plafonds et des motifs sur les murs qui donneront l'atmosphère égyptienne ou égyptisante. Voilà. Et j'ai raconté la suite dans le bouquin, à savoir les découvertes de Champollion, parce que ça va avec, c'est lui qui va reprendre tout le travail, qui va traduire et qui va venir en Égypte pour découvrir tout ce que l'armée avait noté. Et son travail va être continué par Auguste Mariette, qui va se lancer dans l'archéologie égyptienne dans les années 1840-50 et qui deviendra en fait le créateur et le chef du service d'antiquité auprès du vice-roi. Donc si vous voulez, toute l'influence française va continuer pendant tout le 19e dans le domaine de l'archéologie, jusqu'au courant orientaliste, qui vont marquer énormément la peinture de cette époque. Et enfin, les derniers travaux que vous connaissez bien, celui du canal de Suez en 1869. Voilà. Pardonnez-moi, j'ai été un peu longue. Magnifique. Merci Catherine.